Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La communauté internationale s'apprête à célébrer demain, mercredi 22 mars, la 30e édition de la Journée mondiale de l'eau. Cette journée adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement et le développement se focalisera cette année sur l'accélération du changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. À quelques heures de l'événement, le gouvernement du Bénin, à travers son ministre en charge de l'eau et des mines, délivre un message à l'ensemble de la population. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, les politiques publiques au Bénin de 2007 à 2019 font objet de restitution ce mardi à l'atelier organisé par le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Les résultats de la méta-évaluation ont été présentés au cadre du ministère et ceux des collectivités décentralisées. Le point dans ce journal. Nous ferons également un tour dans le nord bénin et plus précisément à Corontière, dans la commune de Boukoumbe, qui a abrité le 2e congrès des fils et filles de l'ère culturelle Lamba. Ils se sont retrouvés au sein d'une association créée pour le développement et le rayonnement de la communauté Lamba, qui se distingue par la richesse, la diversité et la singularité de sa culture. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Demain, mercredi 22 mars, la communauté internationale va célébrer la 30e édition de la Journée mondiale de l'eau. À l'instar des autres pays du monde entier, le Bénin s'apprête à vivre cette journée adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement et le développement. Le thème retenu cette année est axé autour de l'accélération du changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. En prélude donc à l'événement, le ministre de l'eau et des mines a délivré un message dont voici la teneur. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, pour cette année 2023, la communauté internationale se retrouvera autour du thème « Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement » pour commémorer la 30e journée mondiale de l'eau. Aujourd'hui, les ressources en eau font face à des contraintes majeures que sont les changements climatiques, l'accroissement de la demande, la dégradation de la qualité des eaux, les conflits d'usage et les tensions nationales ou internationales pour ce qui concerne les eaux transfrontalières. Pour faire face à ces préoccupations, de nombreuses initiatives sont prises au niveau international et national. Sur le plan international, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 20 décembre 2018 la résolution sur l'examen approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre de la décennie internationale de l'action 2018-2028 intitulée « Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans l'accès à l'eau et à l'assainissement ». De cette résolution découle la conférence des Nations unies sur l'eau, dont l'édition 2023 se tiendra du 22 au 24 mars 2023 à New York, aux États-Unis. Cette conférence constitue un creuset politique au plus haut niveau qui fournit un cadre au gouvernement, agences de soutien, services publics, régulateurs, secteur privé, organisations de recherche et d'apprentissage et à la société civile pour prendre des engagements et se tenir mutuellement responsables des actions visant à l'atteinte de l'ODD numéro 6, en particulier l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Béninoises et Béninois, sur le plan national, des efforts sont consentis par le gouvernement pour l'atteinte des ODD en général et pour l'ODD numéro 6 en particulier. Le programme d'action du gouvernement vise, dans son pilier 3, à accroître durablement le bien-être social des populations à travers son exercice relatif au renforcement des services sociaux de base et de protection sociale. Cet objectif est concrétisé à travers la mise en œuvre de plusieurs actions concrètes. En effet, dans le cadre de son programme d'action visant un accès universel à l'eau potable, le gouvernement a engagé la mobilisation d'importantes ressources pour la mise en œuvre de plusieurs projets devant desservir les populations non encore alimentées, estimées à plus de 7 millions de personnes, aussi bien en milieu urbain comme rural, à l'horizon 2024. Ainsi, depuis 2016, plusieurs projets initiés et mis en œuvre sont déjà achevés et les infrastructures sont mises en service. Ces infrastructures sont constituées des forages d'exploitation, des stations de traitement, des réservoirs de stockage et des réseaux de transport et de distribution d'eau. En milieu urbain, les progrès enregistrés à l'issue des travaux relatifs à ces projets ont permis un accroissement du taux de desserte de près de 20%, passant de 54% en 2016 à plus de 72% en 2022. Aussi, un programme de branchement à coût réduit, 50 000 francs par branchement au lieu de 105 000,
a-t-il été mis en œuvre pour favoriser l'accès à l'eau potable des populations urbaines. Près de 66 000 branchements à coût réduit ont été réalisés au 31 décembre 2022. En ce qui concerne le milieu rural, les diverses réformes engagées ainsi que les travaux de réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages et des poses d'eau autonomes ont permis l'augmentation du taux de desserte de 42% en 2016 à 76,6% au 31 décembre 2022. Dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, des progrès significatifs ont également été enregistrés en matière d'amélioration de la connaissance et du suivi des ressources en eau, de la mobilisation et de la valorisation des ressources en eau dans un contexte de changement climatique à travers la construction des barrages multifonctions et la réhabilitation des micro-barrages. Toutes ces actions visent à changer le quotidien de plusieurs millions de nos compatriotes à travers l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2024, mais aussi pour garantir le service de fourniture d'eau à toutes et à tous dans le temps et dans l'espace. Parlons à présent des politiques publiques au Bénin de 2007 à 2019 qui ont fait objet de restitution ce mardi à l'atelier organisé par le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Les résultats de la méta-évaluation ont été présentés au cadre du ministère et ceux des collectivités décentralisées. Les détails avec Assurant Kani. Des agents de l'administration publique et des collectivités décentralisées ont procédé à la présentation de la méta-évaluation de politique publique. La période prise en compte va de 2007 à 2019 et a été l'occasion pour ces cadres de s'informer et se former sur le processus de la commande d'évaluation. Le présent atelier permettra donc aux acteurs du CIEPP de s'assurer des leçons apprises de la conduite des évaluations de politique publique au Bénin depuis 2007 et des recommandations issues de la méta-évaluation et de s'informer sur le processus de la commande d'évaluation au Bénin. Le présent atelier est d'une importance capitale pour avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes ici présentes aux résultats de cette méta-évaluation et pour insuffler une dynamique à la prise de résolution en lien avec les recommandations de la mission. Le système d'évaluation impulsé au Bénin depuis 2007 a permis de renforcer les pratiques évaluatives et d'améliorer la qualité de la gouvernance. D'importantes actions ont alors été menées pour le renforcement des capacités. Le rapport a identifié la mauvaise spécification des termes de référence, la faible prise en charge des processus évaluatifs et la non-appropriation du guide méthodologique national par les acteurs. Le ministère du Développement a décidé de conduire avec l'appui de CLIER francophone une méta-évaluation des politiques publiques au Bénin sur la période 2007-2019 afin d'apprécier la qualité des processus évaluatifs entrepris à ce jour et d'identifier les pistes de leur amélioration. Au total, pour cette méta-évaluation, 46 rapports d'évaluation de politique publique ont été examinés et analysés. Les résultats des évaluations ont fait l'objet d'exposés détaillés. Le directeur du cabinet du ministre a par ailleurs souligné qu'il est nécessaire de renforcer le développement des compétences nationales en évaluation. Aussi, est-il indispensable de mieux prendre en charge la coordination des processus d'évaluation des politiques publiques. L'information a été largement relayée ces derniers jours des cas d'arnaque relatifs au microcrédit à la FIA, enregistrés au sein des populations. Eh bien, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance donne de la voix à travers le Fonds national de la microfinance. L'objectif de cette déclaration de presse est d'attirer l'attention des populations sur les différents cas d'arnaque. Il était également question pour le directeur général du FNM de rappeler à l'ensemble des bénéficiaires les systèmes financiers décentralisés retenus pour la mise en œuvre du microcrédit à la FIA. Nous allons suivre un extrait du message délivré par Louis Biao, directeur général du FNM. Il s'agit de personnes mal intentionnées et parfois des structures illégales de collecte d'épargne, se faisant passer
pour des intermédiaires du Fonds national de la microfinance et qui propose aux femmes, contre paiement de frais exorbitants de dossier, des services d'octroi de microcrédit à l'AFIA. Le récent cas est celui de Consolat Bénin à Porte-Nouveau, qui a mis en place un système de collecte d'épargne du public dans le but d'octroyer à sa clientèle un appui financier expérimental allant de 200 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA et le microcrédit à l'AFIA allant de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Le ministère en charge de la microfinance, à travers le Fonds national de la microfinance, grâce à son dispositif d'alerte et le soutien de la police républicaine, avait déjà mis la main sur certaines personnes impliquées qui reprendront de leurs actes devant la justice. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance tient à préciser qu'il n'y a pas d'intermédiaire autre que les seuls systèmes financiers décentralisés, agréés, partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre du microcrédit à la FIA, que sont Alidé, Padme, Finadev, Pepco Bethesda, Scienson Microfinance, Le Défi, Modec, MSP, MDB, IMD Microfinance, Komuba, Africa Finance, CSK et CEFAG. Par ailleurs, le Fonds national de la microfinance rappelle que les conditions pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA sont les suivantes. Avoir une pièce d'identité, carte d'identité nationale ou certificat d'identification personnelle, CIP. Avoir un compte MTN Mobile Money ou Move Money enregistré au nom du bénéficiaire. Être membre d'un groupe de caution solidaire, groupe de 3 ou de 5. Le montant des crédits octroyés par bénéficiaire est compris entre 30 000 francs et 100 000 francs CFA au maximum. En dehors des frais de dossier et de formation s'élevant à 400 francs CFA et des frais d'assurance compris entre 360 francs et 1200 francs CFA pour les crédits de 30 000 et 100 000 francs, plus aucun frais n'est exigé. Par conséquent, le Fonds national de la microfinance invite le public à la vigilance et à signaler toute tentative d'escroquerie à la Direction générale du Fonds national de la microfinance au 21 30 05 18 ou en appelant gratuitement le numéro vert 73 20. À la suite du directeur général du Fonds national de la microfinance, celui de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés s'est aussi prononcé sur le sujet. Nous allons suivre Abdou Rafio Bello qui exhorte ici les populations à la vigilance. Nous avons mis en place un dispositif d'alerte qui permet de détecter ce genre de structure. Et dans le cas de Consolat Bénin, nous avions également eu l'information. Nous avons documenté le processus et de concert avec le FNM, nous avons transmis le dossier aux juridictions compétentes. C'est le lieu pour moi d'appeler une fois encore à la responsabilité de nos concitoyens. Les pouvoirs publics feront ce qu'ils peuvent, mais c'est d'abord eux qui doivent être vigilants. Et nous l'avons dit maintes fois, il n'y a aucune initiative qui permet d'avoir des gains mirobolants. C'est vrai, il y a un besoin de placement de produits, il y a un besoin de placement d'épargne, mais pour ces besoins, il faut s'orienter vers les structures légalement reconnues. Comme structures légalement reconnues, nous avons les banques, nous avons également les institutions de microfinance. Et les institutions de microfinance sont reconnues par un numéro d'agrément. La loi fait obligation à toute structure qui veut mener des activités de microfinance d'avoir un agrément, mais surtout
d'afficher ce numéro-là au niveau de son enseigne, en attendant de réfléchir à des mécanismes beaucoup plus simples d'identification de ces institutions. Et les populations doivent savoir que les institutions qui mènent des activités de collecte doivent avoir un niveau d'agrément, et le ministère des Finances publie régulièrement la liste des institutions régulièrement autorisées pour mener cette activité. Hier, c'était le 20 mars, journée mondiale de la francophonie, une journée dédiée à la pratique de la langue française. C'est aussi le moment idéal pour passer en revue la qualité de pratique de cette langue aujourd'hui au Bénin. Selon l'enquête réalisée par une équipe de notre rédaction, le niveau de langue des écoliers, élèves et même parfois des étudiants ne reflète pas une bonne image du système éducatif. Quelles sont les causes et l'ampleur du phénomène? La réponse dans ce reportage. Le français est une langue officielle parce qu'on parle le français un peu partout dans les écoles et dans les administrations. Pourtant, les acteurs de l'école s'accordent sur un constat. La langue de Molière n'est plus bien maniée par les apprenants aujourd'hui. Avant, le niveau de langue de l'apprenant, sinon des apprenants, était un peu plus appréciable que ce que nous vivons aujourd'hui. À l'écrit comme au niveau du parler, il y a problème. Globalement, le français au Bénin, quartier latin de l'Afrique, n'évolue plus comme avant. Avec le courant panafricaniste qui circule, beaucoup de gens pensent que nous devons maîtriser nos propres langues d'abord, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cela déteint sur l'apprentissage du français. La deuxième cause, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les apprenants laissent les livres, parce que moi je le dis souvent à ceux qui veulent bien m'entendre, la connaissance se trouve dans les livres. Et quand vous voulez appliquer les règles de grammaire, vous voulez appliquer les règles de conjugaison et autres, il faut lire. L'essor de la technologie, le désamour pour la lecture et l'attitude de certains enseignants sont à la base du phénomène. À la maison, on ne leur fait pas obligation de s'exprimer en français. Je n'aime même rien comme ça. Ensuite, il suffit seulement de les voir dans la cour de l'école, dans la rue, ils ont du mal à s'exprimer en français. Alors qu'on dit que, et je crois, qu'une langue ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Il y a les programmes qui ne tiennent plus compte de certaines choses. Ces choses-là qui vont permettre à ce que la langue française avance. Moi, je ne dirais pas qu'a priori que l'envahissement des TIC aujourd'hui fait que les apprenants éprouvent des difficultés, mais ils font un mauvais usage de ces TIC. Selon moi, il y a un mauvais usage qu'ils font de ces TIC. Nous-mêmes enseignants, nous avons quelquefois recours à nos téléphones portables et autres outils informatiques pour améliorer nos prestations. Je fais par exemple allusion au dictionnaire électronique, mais les apprenants ne vont pas vers le portable pour l'utilisation, par exemple, du dictionnaire électronique. Je ne saurais jeter la pierre aux enseignants, mais le problème se trouve au niveau des apprenants. Nous avons des apprenants aujourd'hui, ce serait même pas seulement le français, même dans beaucoup d'autres matières. Ils pensent que l'école ne donne plus du travail aux gens, donc ils négligent toutes les matières. Et à mon temps, on me demandait de lire les ouvrages, tout ça là. Mais on sait ce qu'on y a gagné. Mais eux, ils ne lisent, veulent même pas lire ce qu'on leur propose en classe. Donc quand est-ce qu'ils vont lire les autres ouvrages et autres? Les livres qui sont au programme, même ils ne lisent pas. Quel que soit l'effort de l'enseignant, les enfants ne lisent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des enseignants que nous avons, surtout les plus jeunes, ne mettent plus du tout le temps, n'est-ce pas, à se cultiver. Rares sont ceux-là même qui lisent les œuvres. Et pourtant, des œuvres qui sont appelées à étudier avec les apprenants, vous allez les visiter, des fois, eux-mêmes ne disposent pas de l'outil pédagogique de l'ouvrage. Les acteurs de l'école proposent des initiatives d'incitation du goût de la lecture chez les apprenants.
le corps de contrôle et les enseignants eux-mêmes sont à pied d'œuvre. Les réflexions continuent. Nous ne baissons pas les mains. Nous continuons toujours les réflexions. Et je pense que ces réflexions-là ne resteront pas stériles, ça portera ses fruits. Pour ce qui est des œuvres programmes, il faut que les œuvres aient un contenu qui porte la couleur de la culture du milieu des apprenants. Dans un tout autre registre, de nouvelles perspectives de coopération s'ouvrent entre le Bénin et les Émirats arabes unis. Les deux États s'engagent désormais dans une coopération dans plusieurs domaines de développement. L'acte officiel de cette relation a été posé ce lundi à Cotonou par le ministre d'État aux Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis en visite de travail au Bénin. Voici le compte rendu de la cérémonie de signature d'accords de coopération. Idrissou Boukari. En visite de travail de quelques heures au Bénin et après un tête-à-tête avec le président Patrice Talon au palais de la Marina, le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis est accueilli au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'objectif de sa présence ici est la signature d'accords de coopération entre le Bénin et les Émirats arabes unis. For us to be here and of course to convey the warm regards of my president, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Je suis très honoré d'être venu au Bénin et je suis venu transmettre les salutations chaleureuses du président de mon pays, les Émirats arabes unis, au président de la République du Bénin, et son Excellence M. Patrice Talon, avec qui j'ai eu des discussions très importantes au sujet du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous avons discuté des domaines de coopération dans lesquels les Émirats arabes unis pourraient ajouter de la valeur et aux relations entre les deux pays. Et tout comme le Bénin, les Émirats arabes unis sont un petit pays, mais nous sommes engagés dans un agenda de transformation, tout comme le Bénin. Donc il y a des domaines dans lesquels les deux pays sont similaires. Nous espérons que les résultats, les retombées de cette visite se verront très bientôt. Et je voudrais à nouveau remercier également Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour m'avoir reçu et pour la conduite de cette visite ici. Je pense que nous sommes en train d'entrer dans une phase de redynamisation de cette coopération. Votre pays, au cours de ces dernières années, s'est transformé. Votre pays a connu un développement fulgurant et vous avez fort justement indiqué tout à l'heure que le Bénin est en train de connaître un grand développement, ce qui fait que nos deux pays sont faits pour s'entendre. Et vous avez, au cours de l'audience avec le président de la République, abordé les diverses questions, les possibilités de coopération. Et j'ai bien aimé votre approche, l'approche du win-win, de la coopération gagnant-gagnant, des partenariats gagnant-gagnant que vous avez abordés. Nous avons parlé de diverses initiatives et le président de la République a montré sa joie, son plaisir de vous accueillir. Et moi aussi, je suis très satisfait des échanges que nous avons eus. Après cette visite au Bénin et sur instruction du chef de l'État Patrice Talon, une délégation béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'économie et des finances se rendra aux Émirats arabes unis dans les semaines à venir. L'objectif est d'approfondir cette relation et mieux définir les domaines de coopération qui seront profitables aux deux peuples. Cotonou abrite depuis ce lundi 20 mars un atelier régional de plaidoyer et de capitalisation du projet Voix collective des femmes et des filles. C'est un programme de Care International avec l'appui de WAXI, entendez, Institut ouest-africain pour la société civile. Cette rencontre a réuni des participants venus de plus d'une dizaine de pays de la sous-région. Reportage. C'est pratiquement une première dans notre communauté. Elle, c'est Sa Majesté Adjinyo Natabou, reine des Adja Fiorkomeno. À cet atelier régional de Care International, elle représente l'exemple palpable de la vision du projet Voix collective des femmes et filles. Son histoire inspire une vision axée sur le leadership féminin et l'implication des femmes
dans les instances de prise de décision. Donc j'encourage vivement CARE et les partenaires à beaucoup plus investir, de mettre le focus sur les filles. Parce que les filles, c'est l'espoir aujourd'hui. La rencontre de Cotonou est une séance de capitalisation et de conception de la stratégie de la campagne de plaidoyer de CARE International. Elle réunit une quarantaine de participants, parmi lesquels des organisations et groupements de femmes venus d'une dizaine de pays de l'Afrique. La stratégie concentre notre effort collectif autour d'une thématique clé avec laquelle la région s'est battue au fil des années, à savoir le leadership des femmes et leur participation à la prise de décision. And like I said, it's a pleasure to mention that just yesterday, after the Nigerian elections, the very first female governor was elected after 60 years of independence. And this wouldn't have been done if not for the work that you do, not only in Nigeria, but in Benin, in Togo, in Liberia, in Senegal, in Madagascar. Le projet Voix collective des femmes et filles est mis en œuvre par CARE Bénin Togo, CARE Madagascar et l'unité de gestion de l'Afrique de l'Ouest de CARE International. Ceci avec l'appui de l'Institut ouest-africain pour la société civile WACSI et le financement de l'Agence française pour le développement. Cet atelier est l'occasion de conceptualiser ensemble notre campagne de plaidoyer et d'apporter une plus grande visibilité au leadership et à la participation des femmes dans la prise de décision qui sont jusqu'ici très limitées au sein de notre région. À ce titre, CARE ne ménage aucun effort pour accompagner les femmes à porter leur voix à travers des plaidoyers et une meilleure prise en compte de leur message, celui d'être davantage positionné et d'accéder aux postes législatifs, comme ce fut le cas lors des dernières élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. À l'ouverture de cet atelier, la représentante du ministre des Affaires sociales et de la microfinance a rappelé les prouesses du Bénin dans la dynamique de favoriser l'égalité des sexes et la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Les travaux durent 4 jours. Alors à présent, dans le Nord Bénin, plus précisément à Corontière, dans la commune de Boukombe, où les fils et filles de la communauté Lamba se sont retrouvés pour tenir le 2e congrès de leur ère culturelle. C'est à travers une association créée pour le développement et le rayonnement de la communauté Lamba qui se distingue de sa voisine Otamari par la richesse, la diversité et la singularité de sa culture. Retour sur les temps forts de l'événement avec Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou. Pour la 2e année consécutive, les filles et fils de l'ère culturelle Lamba se donnent rendez-vous à Corontière, commune de Boukombe. Mobilisés au sein de l'association pour le développement et le rayonnement du peuple Lamba, ils entendent ainsi porter des réflexions afin d'apporter leur caution à l'essor socio-économique de leur localité. Un essor qui passe par des objectifs bien définis. Au nom de ces objectifs, nous comptons améliorer de façon qualitative la participation des citoyens au processus de l'élaboration et de mise en œuvre des politiques de développement et d'évaluation. Acquérir la population locale ainsi que la diaspora quant à leur rôle en termes d'implication et de participation à la gestion des affaires pour le développement de notre communauté. Développer et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en œuvre des actions communautaires et de développement. De susciter et ou soutenir les initiatives de valorisation des potentialités économiques, touristiques et culturelles de notre communauté en vue de l'émergence d'une véritable économie locale et respectueuse de l'environnement. Les enjeux de cette initiative sont donc de taille. À l'autorité communale d'exhorter les filles et fils Lamba à poursuivre dans la même lancée pour le rayonnement de la cité des Tata. Nous, au niveau du conseil communal, ce que nous pouvons faire, c'est de vous demander
de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Il faudrait continuer pour que d'ici 50 ans, que vous puissiez vous réunir toujours comme ça. La coproduction de la sécurité, la scolarisation et le maintien des enfants à l'école sont entre autres sujets abordés au cours de cette mobilisation. Vous devez permettre à tous les enfants d'aller à l'école, surtout les filles. Donc, les affaires de mariage forcé, les affaires d'enlèvement de jeunes filles, les affaires de dire je vais laisser l'école pour aller travailler ailleurs, ça là, il faut mettre une croix sur ça. L'avènement du peuple Lamba au Bénin remonte à plus de 10 siècles. Vaillant peuple de cultivateurs et d'éleveurs, le peuple Lamba se distingue de son voisin Otamari par la diversité et la singularité de son patrimoine culturel. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.